Alors, on me fait signe qu'on est un peu en retard et je crois qu'il y a eu beaucoup de chiffres, de tableaux. C'est très bien, Claude, j'ai adoré la présentation. Et là, ce qu'on m'a demandé, c'est de vous rapporter un peu les nouvelles de ce qui se passe dans le reste du Canada. Vous comprendrez que je pourrais faire une présentation comme Claude pour chacune des juridictions. Et puis, ce serait horrible pour vous. Alors, ce que je vais faire, avant de commencer dans la présentation, j'aimerais mieux connaître la salle. J'aimerais ça faire un petit exercice avec vous, juste pour comprendre à qui je parle. J'aimerais ça comprendre quel genre de régime de pension, par quel genre de régime de pension vous êtes couvert. Alors, par un signe de la main, ou si vous voulez vous lever, je préférerais que vous leviez, j'aimerais ça savoir qui ici compte pour avoir accès à une retraite décente sur un compte de banque sur des îles Jersey. Ah, je voulais juste m'assurer que Philippe Coulard n'était pas ici. OK. Donc, il n'est pas là. OK, parfait. Donc, pour les autres, qui, avec un signe de la main ou en vous levant, qui peut compter présentement sur un fonds de pension à prestation déterminée, s'il vous plaît, levez la main. Excellent. Restez la main dans les airs, s'il te plaît. Ou levez l'autre main, si vous voulez, ce ne sera pas très long. À cotisation déterminée? Oui. Des régimes mixtes? Non. Vous pouvez baisser la main. Ceux qui n'ont absolument rien, ne vous gênez pas. C'est ça. Il y a à peu près personne qui n'a pas de fonds de pension ici. Parfait. Maintenant, encore une fois, par le signe de la main, qui travaille dans l'administration publique provinciale? Levez la main, s'il te plaît. Au fédéral? Dans le privé? Les autres? Des autres secteurs? OK. Oh, beaucoup des autres secteurs. Intéressant. Excellent. Donc, j'ai une bonne idée. Je pense qu'il va y avoir de tout pour tout dans ma présentation. Je vais juste vous rassurer, premièrement, il n'y aura pas trop de graphiques ni de technicalité. Je pense qu'un des défis qu'on a, nous qui sommes intéressés par les fonds de pension, c'est de garder la chose accessible. Je parlais un peu plus tôt à un collègue, je pense qu'une des erreurs qu'on a fait au CTC, c'est d'être très technocrate pendant très longtemps à propos des fonds de pension. Peut-être j'apprends quelque chose à certains d'entre vous, mais la demande de doubler le régime de pension du Canada, elle a presque 35 ans, sinon plus. Alors que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dans l'approche qui est nouveau, c'est de faire en sorte qu'on puisse bien expliquer quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui se passe pour que les gens comprennent et puissent agir. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne dis pas que je vais réussir, mais j'espère que je vais réussir. Alors, on m'a demandé de faire une présentation sur ce qui se passe dans le reste du Canada. Là, on me demande toujours des présentations. Généralement, quand c'est dans le reste du Canada, c'est pour avoir une perspective syndicale, c'est sur des panels avec des employeurs, ou c'est pour avoir un francophone sur un panel anglophone. Alors, je me suis demandé pourquoi la FTQ m'a demandé de faire une présentation de ce qui se passe dans le reste du Canada. Et bien sûr, puisque je connais la situation dans les deux cas, au Québec et dans le reste du Canada, j'ai compris pourquoi ils me l'ont demandé. Ça a été dit plus tôt. Essentiellement, c'est pour vous dire, et ça c'est le message de ma présentation, c'est quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Alors, je pense que c'est un peu ça le message que je vais faire dans les prochaines 15 minutes, juste pour vous dire que vous pensez que ça fait dur ici, c'est encore pire ailleurs. Alors, il y a beaucoup de textes, s'il vous plaît, les diapositives sont disponibles en ligne, c'est un peu juste pour vous, de pouvoir utiliser ces présentations-là lorsque vous allez retourner dans vos sections locales. Je ne vais pas trop les suivre, mais essentiellement, toute la présentation est là. Vous pouvez même la faire vous-même, donc juste comme élément d'information. Ce qui est important à retenir, ce qui se passe dans le reste du Canada, c'est que la pression qui est exercée sur les régimes offerts par les employeurs, notamment les régimes de prestation déterminée, en gros, le climat économique s'améliore. Mais ce n'est pas parce que le climat économique s'améliore que la pression est nécessairement relevée. Surtout dans le cas des régimes publics. Surtout pour les travailleuses qui sont dans la fonction publique, provinciale, fédérale, à travers le pays, la pression à ce niveau-là est encore très forte. Deuxième grand message, Claude, tu l'as fait, il y a toujours une impasse au niveau des négociations pour bonifier les régimes de pension publics, notamment le régime de pension du Canada, le régime des rentes du Québec. Et le troisième message, qui est vraiment clé, puis le 7 avril, c'est un élément, mais il y a aussi les élections en Ontario, c'est qu'il y a beaucoup d'élections provinciales et une élection fédérale dans les prochains 2 ans. Ça peut avoir un impact très, très significatif sur la campagne, sur les fonds de pension en général.
Je vais parler vite de quelques données, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous suivez assez bien ces dossiers-là, vous êtes au courant, donc je vais passer très rapidement. Où en sommes-nous avec les fonds de pension enregistrés au Canada? Comme vous le savez, le taux de couverture des régimes de retraite diminue, il continue de diminuer. Présentement, il n'est plus qu'à 38 %, c'est les dernières données dont on dispose. Son recul d'une vingtaine d'années était autour de 45 % des gens qui étaient couverts par un régime de retraite enregistré. Ici, on parle de prestations et cotisations déterminées. Dans le secteur privé, je pense que c'est là qui est clé, parce que je vais y revenir, que ce soit prestations déterminées, cotisations déterminées, il y a moins de gens qui en bénéficient aujourd'hui qui en bénéficiaient avant la crise. Au niveau des prestations, des régimes à prestations déterminées dans le secteur privé, ça fait particulièrement dur à travers le Canada. On parle d'un taux de couverture d'autour de 12,5 % de travailleurs dans le secteur privé qui bénéficient d'un régime de pension à prestations déterminées. Et bien sûr, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui en bénéficient, le taux de couverture diminue. On ne voit pas très bien. Quelques graphiques un peu pour comprendre ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Vous regardez, ce que vous voyez devant vous, c'est la couverture des régimes de retraite, que ce soit prestations ou cotisations déterminées, dans le secteur privé. Et là, on constate dans le Canada, bien sûr, une diminution dont je parlais. Ce qui est intéressant, je pense, de regarder ici, à moins que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, superbe. C'est ce qui se passe au Québec par rapport à l'Ontario. Et on parle ici de régime de retraite dans le secteur privé, là. On constate qu'au Québec, c'est relativement stable. Et quand vous regardez la tendance de l'Ontario, en baisse significative. On voit ça aussi dans d'autres provinces. Il y a quelques données qui voient que ça a baissé très rapidement à Terre-Neuve, également à Manitoba. Mais on constate, je pense que c'est important ici de retenir la situation qui se passe en Ontario avec une diminution significative, parce que les chiffres de l'Ontario ont un impact significatif sur le reste du Canada, puisqu'ils sont très gros, ils représentent 40 % de la population et de l'économie. Même tendance à observer sur les régimes de pension à prestations déterminées, que ce soit dans le privé ou dans le public, avec une diminution à la baisse. Mais là, on constate que la diminution à la baisse est aussi observée un peu au Québec. Donc, il y a un mouvement au Québec, qu'on constate, ça vous le savez, du mouvement de régime de prestations déterminées vers des régimes à cotisation déterminée. Donc, la couverture se détériore. Mais est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Ça ressemble un peu à les dernières pages du Journal de Montréal, ça, avant la section des sports ou dans la presse. Je vous ai mis là 3 tableaux essentiellement qui regardent l'évolution des marchés au cours de la dernière année et demie, que ce soit le Standard & Poor's, que ce soit le TSX ou que ce soit les obligations à long terme du gouvernement du Canada. Et là, ce qu'on constate, c'est que le climat, ce sont certains éléments qui ont une influence significative sur nos fonds de retraite, sur les calculs et sur ce qu'on peut avoir droit en fonction des retours. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une amélioration des marchés. Et ça, c'est positif. C'est une nouvelle positive. Je pense que ça a été annoncé un peu plus tôt, comme le climat change, ça enlève un peu de pression sur l'urgence d'agir, ça enlève un peu de pression sur les solutions, et ainsi de suite. Et ça a un impact significatif, non seulement au Québec, mais dans l'ensemble du pays. Quand on regarde la capitalisation des régimes, rapidement, je pense vite, si vous regardez ce premier graphique ici, on parle tout le temps des taux de solvabilité qui sont bas, qui sont problématiques, il faut les régler. Regardez ici, les taux de solvabilité en 2013, 1er janvier, qui étaient généralement sous le 100 %. Et avec l'année de 2013, les derniers chiffres qu'on a, regardez l'amélioration significative des taux de solvabilité qu'on constate dans les régimes de pension, où là, la moyenne passe au-dessus, à 100 % et au-dessus. Donc, le climat économique change beaucoup, et ça devrait avoir un impact significatif sur ce qui va se passer à la table de négociation. Mercer produit un indicateur sur la santé des fonds de pension que vous voyez ici. Et ce qu'il dit, ce ne sont pas nos mots, mais leurs mots, c'est que le niveau de capitalisation des régimes de retraite canadiens est plus élevé qu'il a été depuis 12 ans. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui célèbre. Ce n'est pas ma fille en passant. J'aurais préféré, mais ce n'est pas ma fille. Ce n'est pas tout le monde qui célèbre. Et ce qui est assez particulier, puis on commence à l'entendre de plus en plus, c'est ceux qui ne célèbrent pas, ce sont les employeurs. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je trouve ça drôle parce que je fais une présentation sur ce qui se passe dans le reste du Canada, puis j'ai une quote de Sophie Cousineau qui était écrite dans le Globe and Mail, qui a été traduite en français, en tout cas. Moi, je trouve ça drôle, mais ceci étant dit, ce qui était écrit dans le Globe and Mail par une Québécoise,
sur la situation, c'est que plusieurs employeurs maintenant vont probablement commencer à s'ennuyer au déficit et aux problématiques du fonds de pension, parce que c'est un excellent outil de négociation que d'avoir un gros problème avec nos fonds de pension. Et certains d'entre eux commencent à s'inquiéter à ce sujet. Donc, on constate en général, il y a deux gros problèmes. Un, la couverture est moins bonne dans les régimes de pension partout au pays, notamment en Ontario, mais le climat économique, lui, s'améliore. Donc, on pourrait dire que, en fin de compte, le climat économique s'améliore, il y a moins de pression, on a peut-être une chance de commencer à parler, à réaugmenter la couverture, à améliorer les régimes pour améliorer la protection des gens qui vont prendre leur retraite, la sécurité du revenu à la retraite. Par contre, ce qui se passe dans le reste du pays, ce n'est pas du tout ça. C'est le contraire. C'est le contraire en ce sens que la pression pour modifier, changer, altérer, réduire les bénéfices à la retraite est très forte, notamment dans les gouvernements provinciaux et au fédéral. D'où ça vient? Pourquoi c'est fort? Quel est l'argument qui est utilisé? C'est très simple. Comme la couverture, surtout dans le privé, diminue rapidement, les gens de la droite, notamment l'Institut, c'est quoi en français, CFIB? Institut économique de Montréal? Merci. Utilisent cette phrase, pas cette phrase, mais cette approche qu'on appelle, nous en anglais, le pension envy, c'est-à-dire de dire ceci. Alors, je vais y aller en termes très simples. Toi, travailleur dans le secteur privé, tu n'as pas de fonds de pension, tu payes des taxes pour le travailleur dans le public qui, lui, a un fonds de pension. Et ils utilisent ça de façon constante depuis plusieurs années, au point où ça en est même risible pour les gens qui l'écoutent tant qu'à moi. J'ai été dans un débat personnellement où on discutait des services essentiels, transport en commun à Toronto, et la présidente de CFIB, la seule chose qu'elle disait à chaque intervention, c'était « c'est la faute des employés, c'est la faute des fonds de pension dans la fonction publique fédérale ou provinciale ». Elle disait ça à chaque chose. Une autre entrevue discute de la création d'emplois. C'est de la faute des fonds de pension de l'administration publique. C'est comme il n'y a aucun lien, mais ils répétaient ça, ce message-là, et ça faisait partie de leur stratégie pour créer ce qu'on appelle le pension envy, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs, et de plus en plus de travailleurs dans le privé qui n'ont pas de fonds de pension, qui payent des taxes pour ceux qui en ont dans le public. Et ça fonctionne. Le langage est maintenant utilisé par plusieurs gouvernements provinciaux, par plusieurs organisations publiques pour justifier des réformes aux fonds de pension dans l'administration publique. Un autre élément qui est utilisé, ça on ne l'a pas vu beaucoup encore, mais c'est de comparer le déficit des fonds de pension avec le déficit annuel du gouvernement. On a vu ça au Nouveau-Brunswick. Une belle phrase qui disait « Les 2/3 du déficit annuel cette année est lié à nos fonds de pension ». Alors, si vous voulez régler le déficit, coupez les fonds de pension de l'administration publique. On ne l'a pas vu souvent, mais on commence à le voir, ça. Donc, ce sont les arguments qui, malheureusement, gagnent présentement l'opinion publique. Au lieu d'essayer de bonifier, d'améliorer la situation, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent un jeu. Ils utilisent le privé contre le public et divisent dans le but d'attaquer les fonds de pension de l'administration publique. Pourquoi une entreprise comme une organisation comme la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes veut que les salariés dans le public aient moins de retraite, de sécurité à la retraite? Ils veulent moins payer de taxes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils veulent que la taille de l'État soit réduite. Pour réduire la taille de l'État, on réduit les salaires, on veut payer moins de taxes. C'est leur objectif. Ce qu'ils vont dire dans les médias, c'est que nous, on a de la misère à embaucher des gens parce qu'on ne peut pas compétitionner avec les bénéfices qui sont offerts dans le public. Mais en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est réduire la taille de l'État. C'est pas super, 5 minutes. Je vais passer à travers quelques-unes des juridictions, mais avant de passer dans chacune des juridictions, vite sur ce qui se passe sur les modifications ou les attaques au fonds de pension, il y a un dossier en particulier sur lequel je vais apporter votre attention, c'est celui du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, il y a 3 ans déjà, 2 ans et demi déjà, utilisé le contexte économique, plus le contexte politique du pension envy, plus leur déficit pour justifier une réforme majeure. Ils voulaient attaquer essentiellement les fonds de pension en prestations déterminées de leurs salariés, notamment dans le secteur de la santé. Ils ont créé, comme d'habitude, une commission pour étudier, après ça, ils ont convoqué les partis, ils sont arrivés avec une solution qu'ils ont imposée. Cette solution-là, essentiellement, c'est qu'ils se sont éloignés des fonds de pension à prestations déterminées pour mettre en place des fonds de pension à prestations cibles et à risque partagé. Ce qu'ils ont mis en place, essentiellement, c'est une espèce de régime de pension du Canada tout petit, c'est-à-dire quelque chose de protégé en fonction de tes revenus sur ta carrière, puis
Puis tout le reste que nous, on connaît dans le fonds de pension à prestation déterminée, que ce soit un pont entre le moment où tu prends ta retraite et les régimes publics, que ce soit la retraite anticipée, que ce soit l'indexation, ça dépend du marché. Alors, oubliez la garantie. Et ce modèle-là, à l'époque, on disait, attention, ça va probablement se propager. Cette tendance-là est en train de se propager. Le gouvernement de Nouveau-Brunswick, à l'époque, n'était pas un gouvernement pro-travailleur. Et ce qu'on constate, c'est que ce modèle-là est en train de se propager dans les provinces qui sont aussi pas très pro-travailleurs comme gouvernement provincial, notamment en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les provinces de l'Atlantique, mais ils ont des problématiques aussi très grandes au niveau du financement. Au fédéral, vous l'avez vu pour certains d'entre vous qui sont au fédéral, le gouvernement fédéral continue d'attaquer les conditions de travail des travailleurs là, que ce soit au niveau des fonds de pension, que ce soit au niveau des bénéfices. Je pense que ceux d'entre vous qui suivent les médias savent que le gouvernement fédéral voulait imposer une augmentation des cotisations pour le régime de bénéfices à la retraite pour les retraités. Au lieu d'être imposé, ça a été négocié. Il y a eu une entente hier ou avant-hier. Mais essentiellement, on parle d'argent de 6 milliards de dollars qui sont pris dans les poches des retraités pour remettre dans les coffres, et ainsi de suite. Il y a aussi au fédéral, lors pas ce budget-ci, le budget d'avant, ou l'autre d'avant, je ne me souviens plus, je pense que c'est le dernier, ils voulaient imposer un changement au niveau du régime de pension des employés du fédéral. Ce qu'ils ont réussi, ils ont mis ça dans le projet de loi Omnibus. Ce que ça fait, en fin de compte, c'est qu'ils ont mis en place, pas une clause orphelin, mais 2 régimes différents, ou un régime qui était en place jusqu'au 31 mars 2013, et un nouveau régime cette année, ou je suis peut-être un an en retard, peu importe, qui dit essentiellement que, par exemple, l'âge maintenant de la retraite, au lieu d'être normal ou d'être 60 ans, est monté à 65 ans. Et il y a aussi une augmentation des cotisations au lieu d'être un tiers, 2 tiers, c'est maintenant 50-50, ou ça va être 50-50. Au fédéral aussi, ce qu'on constate, c'est qu'on va souvent attribuer, comme je le disais, comme la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, le problème d'une entreprise avec les problèmes du fonds de pension. L'exemple de la Société canadienne des postes est un bel exemple dans les derniers mois, où au cours des 18 dernières années ou 17 dernières années, la Société canadienne des postes a dégagé des surplus, fait des profits. Cette année, ça a été moins bien, plutôt moins bien, et le fonds de pension, effectivement, il y a des problèmes. Alors, quand la Société canadienne des postes a décidé de justifier les coupures, notamment d'arrêter de faire la livraison de services à domicile, une des raisons qui a été avancée, c'était l'état du fonds de pension des travailleurs de la Société canadienne des postes. Alors, de plus en plus, on voit les gouvernements, puis c'est ça qui est le message, utiliser des problématiques hautes et la question du pension envy pour justifier des attaques. Je vais juste passer rapidement, vous l'avez, la présentation, sur quelques-uns des changements. Donc, je parlais dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique et l'Alberta, ce changement de déplacement d'un fonds de pension en prestations déterminées vers des prestations cibles, des régimes de retraite cofinancés, donc essentiellement le déplacement du risque de l'employeur et de l'ensemble des cotisants vers l'individu, ce qui a été discuté par Evelyne et par d'autres. L'avancée du régime de pension agréé collectif, je ne me souviens même plus comment on l'appelait en anglais. J'aime beaucoup le RVER. Je disais tantôt à Claude qu'on devrait l'appeler le revers. Mais l'équivalent au Canada anglais, le RPAC, est en train de s'installer, que ce soit en Alberta, que ce soit en Saskatchewan, et ainsi de suite. Donc, il est en train de s'étaler dans les provinces de l'Atlantique, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les raisons dont Claude a discuté. En Alberta, il y a présentement une attaque directe sur les fonds de pension dans le public. On veut notamment imposer d'augmenter l'âge de la retraite ainsi qu'une combinaison. Vous vous souvenez, le fameux facteur 80 ou 85, ils veulent le monter à 90 en Alberta. Et puis, c'est la même chose ailleurs. Donc, cette tendance-là, elle est lourde partout. Je vais discuter un peu de la situation en Ontario parce qu'elle est particulière. En Ontario, ils ont des gros fonds de pension. Vous avez souvent entendu probablement parler de Teachers, mais ils ont d'autres fonds de pension dans le municipal et autres. Il y a aussi beaucoup de petits fonds de pension. Plusieurs d'entre eux sont dans des problèmes financiers. Il y a eu des règles qui ont été mises en place pour alléger le tout, pour faciliter la gestion de la situation. Mais également aussi une tentative d'essayer de consolider ces fonds de pension-là pour réduire les coûts qui se passent. Mais ce qui est intéressant en Ontario, c'est qu'ils essaient, eux, de regarder l'ensemble du problème. L'Ontario, quand le CTC a commencé sa campagne il y a 5 ans de bonification du régime de pension du Canada,
Plusieurs nous regardaient en voulant dire, oui, une autre campagne qui ne fonctionnerait pas. Et puis, on a fait notre travail. Et puis, très rapidement, l'Ontario a embarqué, notamment le ministre des Finances à l'époque, Duncan, a embarqué parce qu'il a compris, il a vu, on dit en anglais « the big picture », excusez-moi l'anglicisme, il a vu l'impact que ça peut avoir sur sa province, sur les fonds de pension dans sa province, dans l'administration publique. Il a vu tous les impacts positifs et il a poussé de l'avant. Et depuis ce temps-là, le gouvernement d'Ontario n'a pas reculé. Il est allé de l'avant, pousse. Comme il a été dit un peu plus tôt au niveau de la campagne et au niveau de la bonification, il y a eu un élément clé, c'est-à-dire la dernière rencontre des ministres des Finances en 2013, où là, je n'ai pas peur de le dire, il y avait consensus sur au moins poursuivre le travail pour identifier quelle devrait être la bonification. Et Flaherty a fermé la porte, complètement. Maintenant, on peut toujours débattre est-ce que c'est Flaherty ou Harper. J'ai hâte de lire chacun leur biographie dans une vingtaine d'années, puisque je vais vivre jusqu'à 200 ans, donc je vais voir ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qui s'est vraiment passé derrière les portes closes. Moi, ça m'intéresse. J'ai lu, par exemple, ce qui s'est passé derrière les portes closes lorsque Paul Martin a réformé le régime de pension du Canada dans le milieu des années 90, et on en apprend des belles. Un des arguments qui était utilisé à l'époque, en 95-96, pour ne pas bonifier ou augmenter les cotisations au régime de pension, c'était que l'économie était trop fragile. Ça vous dit quelque chose? Mais Paul Martin est allé de l'avant. Inquiétez-vous pas, là, je ne veux pas faire, je suis un fan de Paul Martin, là, mais il a mis ses culottes comme ministre des Finances, les autres aussi avec les provinces, ils sont allés de l'avant, ils ont augmenté les cotisations pour sauver le régime. Ils l'ont plus que sauvé, il est solide pour au moins 75 ans. La dernière rencontre des ministres des Finances, l'excuse numéro 1 utilisée par Flaherty et Sorensen, parce que Flaherty n'était pas capable de parler, il était trop malade. La principale excuse, c'était « l'économie n'est pas assez solide ». J'ai fait une petite étude très intéressante. J'ai regardé l'état de l'économie en 1995 par rapport à aujourd'hui. Taux de chômage en 1995, 9 % Aujourd'hui, 7 % Taux de profit des entreprises, plus bas qu'aujourd'hui. Cash dans les entreprises, plus bas qu'aujourd'hui. Croissance économique similaire, et ainsi de suite. J'ai regardé une série de 20 indicateurs économiques que la droite généralement utilise pour voir si on peut justifier l'excuse que l'économie n'est pas assez solide. C'était très clair, l'économie était assez solide pour commencer à bonifier le régime de pension du Canada puis le régime des rentes. On ne fait pas ça du jour au lendemain, boum, là, pour commencer, pour prendre la décision pour aller de l'avant. Je pense que j'ai peut-être fait une erreur, parce que comme j'ai détruit leur principal argument, parce que je peux vous dire que les ministres des Finances provinciaux, ils l'ont eu, cette étude-là, la seule chose qu'ils pouvaient dire, puis c'est ce qui est arrivé, c'est que c'est non. Il n'y avait même plus d'excuses à la fin de la rencontre des ministres des Finances pour dire pourquoi ils ne veulent pas bonifier. Même plus d'excuses. C'est comme non, on ne le fera pas. Ils n'ont même plus l'argument économique parce que l'économie est en meilleure position qu'elle l'était quand on l'a bonifiée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? C'est clair, l'enjeu maintenant n'est plus au niveau est-ce qu'on devrait le faire ou non. Et là-dessus, les médias nous ont appuyés, que ce soit les éditorialistes du Globe and Mail, Toronto Star, nommez-les tous, les experts en matière de pension, les sondages, les ministres des Finances. Tout le monde est de côté, tout le monde dit qu'on devrait bonifier. La seule chose qui ne marche pas, c'est au fédéral qui font du blocage. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Ma situation est assez simple. J'espère qu'en 2015, le 19 octobre, on va changer de gouvernement. Mais en attendant, il y en a d'autres qui ont décidé de continuer le 7 avril. Je ne dois pas intervenir, right? Je suis au fédéral. Le 7 avril aussi. Mais aussi, il y en a d'autres qui ont décidé de continuer à poursuivre le travail, notamment en Ontario. Et là, vous avez, et ça c'est particulier à l'Ontario, l'Ontario a décidé de regarder la faisabilité d'une bonification au régime de pension du Canada actuel, en nommant notamment Paul Martin comme conseiller spécial et en mettant en place un groupe technique avec des gens qui ont relativement d'expérience et de crédibilité dans le dossier, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. On sait qu'il y a d'autres provinces qui sont intéressées par cette approche-là. La seule chose qui nous inquiète, c'est qu'ils regardent à une bonification du régime actuel, non pas en augmentant soit la couverture ou le maximum de revenus, mais en mettant un autre patch par-dessus, un autre régime volontaire ou un régime à cotisation déterminée ou autre. Ça nous inquiète.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais qu'ils fassent ça? Je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on continue à parler du problème, qu'on essaie de trouver une solution plus large. Si on regarde l'historique de comment est né le régime de pension du Canada, on avait une situation qui était très particulière où on avait certaines provinces qui voulaient faire leurs propres affaires, notamment le Québec à l'époque, et le résultat, c'est qu'il y a eu une bonification des régimes publics. Alors qu'il y a qu'une province qui veut regarder d'autres alternatives. J'espère que le résultat final, avec votre aide et l'élection du 7 avril et du 19 octobre 2015, ça sera une bonification du régime de pension du Canada. Je passe à travers les provinces de l'Ontario-Maritime, parce que j'en ai parlé, c'est surtout le dossier du Nouveau-Brunswick, si vous vous y intéressez. L'autre dossier, bien sûr, c'est la question dans le municipal. Pour ceux qui sont dans le secteur municipal, ce que vous voyez au Québec, on le voit aussi dans le reste du pays. Au Nouveau-Brunswick, je parlais de l'expérience du Nouveau-Brunswick, Saint John et New Fredericton se sont déplacés dans un régime de pension qui est à prestation cible et à risque partagé. Fini le fonds de pension à prestation déterminée là-bas. Des villes qui ont des problèmes avec leur fonds de pension, notamment Regina. Regina est un beau dossier si vous vous intéressez à la chose. Pas beau dans le sens politique, mais là, il y avait un problème. Les partis se sont entendus à essayer de régler le problème, sauf que maintenant, le maire a décidé qu'il ne respectait pas son entente. J'exagère un peu dans le contexte, là, mais le tout est encore sur la table, ce n'est pas réglé. Et puis, j'ai parlé, bien sûr, de l'élargissement du régime de pension du Canada. Ce qui est important à dire au niveau de la campagne dans son ensemble, et d'autres nous le disent, que ce soit des représentants de compagnies d'assurance, du système financier, des journalistes, des analystes, tous, ils nous disent tous la même chose. Vous avez gagné le débat. Quand je parle de vous, c'est nous. Le CTC, la FTQ, vous dans la salle, en expliquant ça à vos membres, aux sections locales, sur la nécessité de bénéficier le régime de pension du Canada ou le régime des rentes du Québec. On a gagné le débat, mais on n'a pas gagné la bataille politique. Et c'est là quelle est la bataille politique. Puis c'est pour ça que j'ai gardé cette présentation-là de façon simpliste et non avec trop de chiffres et de graphiques et de technicalités, parce que la bataille sur les fonds de pension, elle se joue là aujourd'hui, au niveau politique. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a un gouvernement minoritaire en Ontario, comme au Québec. Ce gouvernement-là est en place depuis un certain temps. Il y avait menace d'élection au printemps, ça s'enligne plus vers l'automne. Si le Parti conservateur est élu en Ontario, la campagne des fonds de pension dans le reste du Canada est terminée. À cause de la formule d'amendement qui est 2 tiers, 2 tiers, et que l'Ontario représente 35 à 40 % de la population, c'est fini. L'Ontario a le veto. Même chose au Québec, c'est significatif, tu en as parlé, Claude, et également au fédéral, puisque c'est là qu'est le principal obstacle à la bonification actuelle du régime des pensions du Canada. Donc, les élections actuelles provinciales et fédérales sont clés. C'est là que ça se joue. Puis on verra à la fin de la journée ce que ça va donner lorsque vos invités seront ici. Alors, c'était en gros ma présentation sur ce qui se passe dans le reste du Canada. J'espère que je ne vous ai pas trop découragé. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut poursuivre la lutte. Alors, merci. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour cet état des lieux. Je pense qu'on en avait bien besoin de cette mise à jour. Dans le fond, si je résume un peu, Claude, ce que tu nous as dit, c'est RVER, ça veut dire plus de cotisations pour avoir moins d'argent à retraite. La rente longévité, c'est plus de cotisations pour être pas sûr d'avoir une rente à retraite. En fond, hein? Donc, il faut bonifier. Sylvain, lui, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est quand on se compare, on se console. C'est ça, même si on est un peu déprimé quand on regarde ce qui se passe au Québec. Mais ce n'est pas parce qu'on se console qu'il faut s'empêcher de continuer à se battre pour défendre notre filet social, pour défendre notre modèle de société. Donc, merci beaucoup à tous les deux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des interventions avant qu'on aille dîner? Vous avez faim, hein? On a pris un petit peu de retard. Vraiment, c'était très intéressant. Excusez-moi. Bonjour. Oui, Claire, oui. Oui, en fait, j'ai une question à poser à Mme Grenier. Peut-être te présenter? Claire Bouchard, CFP 1294, Syndicat des employés de soutien de l'UQAM. Quand vous parlez, parce que moi, je pense dans nos familles, nos amis, OK? C'est toujours, évidemment, il y a des choses qu'on a à répondre à nos amis, familles, qui, eux, travaillent dans le secteur privé, puis qui sont l'honnête travailleur qui n'a rien.
par rapport à nous, du parapublic ou du public, qui est le gros dur. Et là, quand tu y sors l'idée que ce qu'il faut, c'est pas que nos pensions baissent, mais que tout le monde ait droit à une pension digne, puis qu'on parle du concept de RRQ numéro 2, puis que là, on commence à lui expliquer, ouais, mais, tu sais, puis là, ils disent, ouais, mais combien ça coûterait ça? Tu sais, là, je paye déjà là, 9 ou, tu sais, de mon salaire pour ça. Combien ça coûterait? On n'a pas les moyens. Puis quand tu sors un truc comme, bien, dans le fond, ça coûterait peut-être juste 3 de plus. Là, il dit, bien, voyons donc, ça ne marche pas ton affaire, là. Tu sais, tu ne peux pas doubler puis donner 3 de plus. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Il y a une différence entre un régime pleinement capitalisé puis un régime à répartition. J'aimerais juste que vous nous expliquiez pour qu'on ait un argument pour dire, bien, c'est pas tout à fait la même chose. Puis vous avez passé vite là-dessus, puis je pense que ça serait intéressant qu'on sache comment avoir un petit peu plus d'arguments là-dessus. Ouais, ça, c'est vraiment entrer plus dans la technicalité de la chose, mais effectivement, quand les gens voient ce qu'ils payent actuellement, puis ce qu'on propose, qu'on double pour beaucoup moins cher, c'est vrai que ça soulève des questions. Le régime des rentes actuellement, c'est un régime qui est, on dit, partiellement capitalisé, c'est-à-dire que c'est un régime qui, grosso modo, a en caisse une réserve qui varie entre 3 et 5 ans. C'est tout. Les cotisations, principalement les cotisations qu'on paye, elles servent à payer les gens qui sont à la retraite. Moi, je paye des cotisations RRQ depuis 1976. Alors, si dans la caisse, il y a entre 3 et 5 ans de cotisations, vous comprendrez qu'il y en a une grosse gang de mes cotisations qui ont servi à payer les rentes des gens qui sont à la retraite à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut agir autrement. Dans le deuxième volet, ce qu'on veut faire, c'est exactement ce qu'on fait dans nos régimes à prestations déterminées. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui rentrent et ces cotisations-là, elles demeurent dans la caisse et profitent jusqu'à la retraite. Alors, dans nos régimes à prestations déterminées, on dit que la cotisation, c'est le quart à peu près du coût de la rente. Les 3/4 proviennent des rendements. Donc, c'est ça. C'est en changeant la façon de faire, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut se permettre d'avoir un régime qu'on double à moindre coût. Mais évidemment, il faut l'expliquer, c'est un petit peu plus laborieux peut-être. Bon, eh bien, merci encore à tous les deux. Puis pour Sylvain.